Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce revival des mardis de 4D. Alors ce soir, je vais jouer les passe-plats pour cette soirée assez exceptionnelle, à double titre. Déjà parce que l'objet principal de cette soirée, ce sont les propositions du grand défi, dont nous allons traiter deux principalement. On va plonger en entonnoir tout au long de cette soirée pour finir par discuter en petits groupes. Donc on va tous et toutes participer, échanger. J'ai le plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Benoît Simon, notre président, le prez, comme j'aime l'appeler. Benoît Simon, est-ce que tu peux nous tirer le fil des mardis de 4D sur cette séquence en te positionnant au milieu de la scène, s'il te plaît? Merci. Au milieu, avec le micro et avec un petit papier. Je suis désolé, mais bon, voilà, je reste aucun un homme souci. de papier. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à vous, les intervenants, bien évidemment, les participants, l'équipe de la Bellevilloise, JD Carré, les Frères Lumière, d'être venus à ce rendez-vous, effectivement, revival, comme Raphaël l'a évoqué, rendez-vous d'échange, effectivement. L'autre terme utilisé, les mythiques mardis de 4D. Alors, je vais revenir parce que tout le monde ne connaît peut-être pas 4D sur ce qu'est notre association. Et on est content, effectivement, de faire ce revival un 21 mars. Je crois que c'est le jour du printemps. Donc, voilà, on est bien dans cette dynamique. Alors, pourquoi des mardis de 4D dits mythiques et quel programme, donc, effectivement, à la fois pour aujourd'hui et pour nous, pour 2023 ? Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas bien 4D, donc Dossier et débat pour le développement durable, qui est une association qui a été fondée en 1993 par Michel Mouzel, et qui est un think tank citoyen, créé donc après le sommet de la Terre, avec comme objectif effectivement de construire à la fois un savoir et une expertise sur le développement durable pour en faire la promotion, pour l'ancrer aussi dans les territoires et faire connaître l'ensemble des enjeux vitaux pour le XXIe siècle. La vision qu'on a du développement durable, c'est une vision, je ne vais pas dire radicale, mais en tout cas d'un renouvellement profond avec un développement durable qui est exigeant, transformateur, garantie d'une approche qui soit véritablement systémique. Je sais que c'est un gros mot, mais bon, on est désolé, les problèmes coupés en petits bouts, ça ne marche pas, et qui permettent de concevoir et organiser des réponses aux périls qui menacent, hélas, l'humanité aujourd'hui. Les activités que KD a pu faire, je ne vais pas vous résumer ce qui va être 30 ans effectivement d'activité avec des hauts et des bas, mais on a eu des ateliers citoyens pour dessiner ensemble un futur désirable autour des modes de vie désirables, ce qu'on a appelé Our Life 21, des campagnes de sensibilisation, vous en avez peut-être entendu parler, une campagne qui s'est appelée J'emprunte, je m'engage autour des objectifs de développement durable. Ou encore, et je l'ai vu, une activité qui a été, on en a des représentants dans la salle aujourd'hui, un des fils conducteurs de KD qui a été la capitalisation avec l'encyclopédie du développement durable. Alors la vie d'une association, c'est pas un long fleuve tranquille. Les dernières années nous ont bousculés comme tout le monde a pu l'être. C'est quelque part un accélérateur de transition certainement. Et on était conscient quelque part qu'on avait besoin de renouer avec nos repères et que on a besoin effectivement de plus de dialogue, de toujours plus de dialogue dans une société qui est effectivement confrontée à une transition qui va s'avérer à la fois longue et difficile, hélas. Et donc, faire revivre les mardis de 4D nous semblait être une bonne manière de redonner un nouveau souffle à notre association, puisque ces mardis ont structuré effectivement la vie associative pendant très longtemps. Du coup, qu'est-ce qu'on vous propose pour 2023 ? 4 grands temps de débat, structurés autour de la question de la transition socio-économique et environnementale, en ayant comme prisme, quelque part, l'évolution des modes de vie, des modes de production et de consommation. Pourquoi ça nous semble important ? Tout d'abord, parce que d'un point de vue quelque part un peu macro, global, on a le sentiment quelque part que pourrait se refermer un piège sur la transition. On sait que la transition va avoir besoin de financements qui vont être colossaux pour faire muter l'économie.
Et pour autant, bien évidemment, plus on fait muter celle-ci, plus les financements qui sont nécessaires, bon ben voilà, qu'est-ce qui devient de la rentabilité des activités d'aujourd'hui et comment du coup on va réussir effectivement à financer notre transition. Donc et tout ça dans une compatibilité bien évidemment avec les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, si on prend que un des enjeux bien évidemment de ce siècle. On a aussi le sentiment qu'à un niveau un petit peu plus sectoriel, on a une compétition qui ne joue pas forcément en faveur d'une transition juste et écologiquement efficace. Le secteur de l'automobile en est aujourd'hui un exemple, des véhicules électriques. Ah oui, mais aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils ont plutôt tendance à faire des véhicules électriques bien costauds, à des prix très élevés. Est-ce que c'est ça, effectivement, faire la transition sur les mobilités? C'est une vraie question. Et sur un plan micro, celui des entreprises, ben, on a le sentiment quand même qu'on a un jeu de regard en chien de faïence entre des entreprises et des consommateurs. Il y en a un qui attend l'offre, l'autre qui attend sa demande. Et on a le sentiment effectivement que ça n'avance du coup pas forcément aussi vite qu'il faudrait. On a en plus, bien évidemment, derrière une perspective importante, celle de la sobriété, qui va poser de nombreuses questions sociales, économiques et environnementales. Est-ce que la sobriété doit être égale pour tous? Quelle adaptation de l'activité économique dans ce contexte? Quels effets rebonds? Parce qu'il y en aura forcément. Quelle gestion? Est-ce que c'est par les prix, par les quantités? Autant de questions, finalement, qu'on aimerait pouvoir aborder autour de ces 4 grands temps. Donc aujourd'hui, effectivement, on va pouvoir s'intéresser à l'évolution des modèles économiques des entreprises au travers de l'expérience, effectivement, de cette initiative qu'est le Grand Défi. Au mois de juin, on va vous proposer de voir comment les secteurs économiques font face à la transition et on voudrait revenir sur 2 secteurs économiques qui sont importants en France, celui de la mode et celui de l'agriculture, avec en ligne de mire notamment la question de l'affichage environnemental et de l'éco-score. En septembre, on voudrait s'intéresser à la mobilisation des citoyens sur les modes de production et de consommation. Et enfin, on voudrait finir l'année sur la question de la manière dont les entreprises abordent la question de la sobriété. Donc pour et je vais être trop long, je vais me faire engueuler par Raphaël, mais j'en ai fini. Donc pour ce premier mardi de 4D, nous sommes ravis d'accueillir les acteurs du Grand Défi qui vont pouvoir nous éclairer tant sur le processus qui a été mis en place que sur le résultat de cette initiative. Et on aura bien évidemment, et Raphaël l'a dit, indiqué, on va avoir le plaisir de débattre autour de 2 mesures importantes. On ne peut pas aborder les 100, ça paraît un peu difficile dans le temps qui nous est imparti. Donc la loi publicité-environnement et la comptabilité triple capital. Merci Benoît. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir à chaque fois chaque intervenant, parce que dans cette association, on est tous bénévoles. Tous les intervenants viennent bénévolement avec le cœur partagé. La technique est bénévole, le lieu qui nous accueille est mécène. Donc voilà, en fait, c'est avec des bouts de ficelle qu'on essaye de jouer les pros et j'espère que ça se passera comme ça. En tout cas, maintenant, on a la chance d'avoir Virginie Resson-Victor en visio parce que le contexte social actuel fait qu'elle est quand même là. On a aussi la technologie, mais elle n'a pas pu prendre son train pour être demain matin à 9h pour un autre impératif. Virginie, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Génial! Écoute Virginie, grâce à toi, je pense qu'on va commencer cet entonnoir magique en prenant de la hauteur, beaucoup de hauteur. Virginie Resson-Victor, vous la connaissez peut-être. Si ce n'est pas le cas, elle est géopolitologue, prospectiviste, cofondatrice du Grand Défi. Elle patronne le GIEC Pays de la Loire et d'autres cartes passées et à venir. Virginie, c'est à toi. Tu as entre 10 minutes et un quart d'heure pour nous faire planer. Je ne sais pas. Alors d'abord, bonsoir à tous. Oui, je regrette de ne pas être avec vous dans ce magnifique lieu qu'est la Bellevilloise, mais voilà, le dernier train pour Nantes a été supprimé. Donc me voilà contrainte à revenir à la technologie visio pour partager avec vous 2-3 réflexions. Oui, donc je ne suis pas sûre qu'elles vous fassent planer, mais qui me sont venues en réfléchissant aux 2 propositions dont vous allez débattre, et puis aussi en écho à
à la parution, qui ne vous aura pas échappé, parution de la synthèse du 6e rapport d'évaluation du GIEC, qui a donc été publié hier, et qui, une fois encore, vient nous alerter à la fois sur la gravité et l'urgence de la situation. Alors, je ne vais pas vous faire une synthèse de la synthèse, surtout que je ne l'ai pas encore compulsée intégralement, loin s'en faut, mais j'ai voulu retenir déjà, pour commencer, deux ou trois points qui me paraissent assez saillants. Le premier, c'est qu'on sait désormais que d'ici 10 à 20 ans, sans doute plutôt 10 ans que 20 ans d'ailleurs en réalité, le réchauffement de l'atmosphère dépassera 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc tout ça pour dire que nous sommes qu'au début de cette histoire d'adaptation qu'il nous faut engager massivement, adaptation qui ne pourra être utile évidemment que si on met en place des politiques d'atténuation qui doivent être aussi massives et rapides. Le deuxième point saillant que je retiens en lisant cette synthèse, c'est que malgré cette nouvelle extrêmement préoccupante de la perspective d'un réchauffement de 1,5 degré incontournable, il restera possible de réduire ensuite les températures, du moins à condition de s'engager dans la voie du zéro émission nette, et ce, au plus vite. Or, pour y parvenir, le GIEC nous rappelle une fois encore que la technologie et la compensation n'y suffiront pas, et donc il faut un engagement concomitant à la fois des pouvoirs publics, des citoyens, des investisseurs et des entreprises. Et puis, troisième point, le GIEC rappelle aussi que la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas seulement réduire les émissions directes de gaz à effet de serre, mais qu'il est aussi impératif de préserver la biodiversité et les milieux naturels. D'abord parce qu'en stockant le carbone, ces espaces naturels, ces écosystèmes jouent un rôle critique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et ensuite parce qu'ils sont indispensables, évidemment, pour atténuer les impacts des catastrophes naturelles comme les sécheresses ou les tempêtes ou les inondations. Donc voilà pour ces 3 points saillants, 3 premiers points parmi d'autres saillants de cette synthèse. Et il y a aussi ce que cette synthèse ne dit pas, mais qu'il me semblait quand même important de rappeler en introduction de cette soirée. D'abord, rappeler que ce n'est pas la première fois qu'une civilisation est menacée de disparaître pour cause de maladaptation à son environnement, pour cause d'exploitation excessive des ressources. Avant nous, ce fut le cas, je vous rappelle, et ceux qui sont au Grand Défi savent que ces périodes historiques me sont chères, ce fut le cas des Romains, ce fut le cas des Khmers, des Mayas et des Pasquans. En revanche, donc ce n'est pas la première fois qu'une civilisation risque de disparaître pour exploitation excessive des ressources. En revanche, c'est la première fois qu'une civilisation dispose des connaissances et des données qui lui permettent d'en avoir conscience et qui lui permettent même de choisir son futur. Et c'est aussi ce que dit le rapport du GIEC. Il nous dit on a les moyens, on connaît les solutions pour choisir un itinéraire qui infléchisse la tendance. Et puis, c'est aussi la première fois où, en réalité, il ne s'agit pas seulement de civilisation, mais il s'agit bien quand même de survie de l'humanité, puisque au-delà de 2,5 degrés, on entre dans une ère où il devient très difficile de contrôler finalement les effets d'emballement et finalement où on risque de condamner toute une partie de l'humanité. Donc voilà pour le cadre global d'introduction aussi à cette soirée et qui nous renvoie à notre liberté de choisir et à notre responsabilité de le faire en toute conscience. Alors, cette responsabilité, évidemment, elle est partagée. Elle engage l'action des citoyens, des pouvoirs publics, des élus, des financiers et bien sûr des entreprises. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir avec la démarche du Grand Défi, dont l'objectif, je vous rappelle, c'est de faciliter l'engagement des entreprises grâce à un ensemble de propositions dont 2 vont donc être détaillées ce soir. Et au sujet de ces solutions, le GIEC relève dans sa synthèse, et des efforts qui doivent être engagés, le GIEC relève aussi dans sa synthèse que des efforts ont été entrepris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'ils sont donc encore très largement insuffisants. Je vous rappelle par exemple que pour s'en tenir à la trajectoire des accords de Paris, il faudrait baisser de 5% les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or, en 2022, elles ont augmenté de 1%, donc on est quand même très très loin d'atteindre les objectifs, voire les engagements qui ont été pris à la COP21. C'est d'ailleurs aussi ce que nous apprend une étude du Carbon Disclosure Project, le CDP, qui est partenaire du Grand Défi, et qui a examiné, dans une étude qui est passée, à mon sens, un peu trop inaperçue, qui a examiné les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre de quelques 4000 sociétés, 4000 entreprises,
répartis dans les 7 économies les plus avancées du monde. Et si on s'en tient aux engagements de ces entreprises, de ces 4000 entreprises, eh bien, on s'aperçoit qu'on est actuellement placé sur une trajectoire de hausse de température de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Autrement dit, on est très, très loin des engagements de l'accord de Paris et de ce qui est tenable pour les générations futures. Alors évidemment, la question, c'est de savoir pourquoi on en est encore aussi loin, on est aussi loin du but, alors qu'on connaît les risques encourus, et c'est tout l'enjeu des rapports du GIEC. Eh bien, parmi les réponses qui sont avancées dans ce rapport, l'une tient à la nature même des engagements pris par les entreprises. Parce qu'on s'aperçoit que le plus souvent, il ne s'agit pas pour elles de s'engager sur une baisse en valeur absolue de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt en intensité ou en valeur relative. En France, par exemple, le CDP nous révèle que seuls 12,5% des entreprises du CAC 40 s'engagent à réduire la totalité de leurs émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue. Pour les autres entreprises, donc pour 88% des entreprises, eh bien l'objectif, c'est de baisser le volume de CO2 émis non pas de manière en valeur absolue, mais par unité produite ou par unité du chiffre d'affaires. C'est donc ce qu'on appelle le découplage et ce qui doit permettre de décarboner la production sans la diminuer, et c'est ça qui est important pour beaucoup d'entreprises, et donc sans menacer la croissance. Alors évidemment, on rêverait que ça soit possible. Sauf que, comme vous le savez, dans tout processus de production, il faut compter l'énergie qui est utilisée pour extraire ou transformer les matériaux, celle qui est nécessaire à l'utilisation des produits ou des services, celle qui est utilisée pour produire l'énergie, ou encore le CO2 qui est déséquestré, par exemple, lors de la conversion des sols, etc., etc. Et donc, même si l'augmentation de la biosphère, même si les techniques de captation de CO2 peuvent nous aider à compenser les émissions de CO2 qui sont incompressibles, et il y en a, eh bien les courbes nous montrent très clairement qu'il ne suffira pas d'améliorer notre efficacité carbone pour atteindre nos objectifs carbone. Si on veut contenir les températures en deçà de 2 degrés, la seule méthode, nous rappelle le GIEC, c'est d'atteindre une baisse nette des émissions de carbone. Implicitement, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne sera pas physiquement possible de contenir le réchauffement, sauf si les entreprises acceptent de transformer leur modèle de performance, voire leur modèle économique tout court. Et là, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un choix idéologique ou économique, mais bien d'un problème physique. Et là où ça se complique, évidemment, c'est que ce modèle économique, il dépasse largement le choix des entreprises et leur stratégie. En réalité, ce qu'il nous faut changer, c'est un modèle beaucoup plus global, un modèle qui s'est imposé depuis 30, voire depuis 50 ans, et qui, rappelons-le, a quand même permis une énorme progression du niveau de vie à l'échelle mondiale, qui a donné accès à la consommation à plus d'1 milliard de personnes, qu'elle a sorti de la pauvreté, voire que ce modèle a permis d'accéder aux classes moyennes, et là je pense plus particulièrement aux Asiatiques, mais aussi aux Européens et aux Américains, qui ont pu améliorer leur confort de vie et leur mode de vie. Et voilà donc on comprend, avec le réchauffement climatique, avec la dégradation de la biodiversité, que ça passe pas, que ça tient pas. Et qu'il faut donc changer de modèle, et revoir ce que c'est que notre économie. Alors, c'est quoi l'économie? En théorie, je vous rappelle que c'est un outil qui doit permettre aux sociétés d'atteindre leurs projets, de satisfaire les besoins de leur population, que ce soit en termes d'alimentation, de logement, d'emploi. Or, depuis 30 ans, eh bien, on a inversé cette proposition. Désormais, c'est l'économie, finalement, qui façonne nos sociétés et ses projets. Par exemple, on voit qu'on est passé d'une notion de besoin à une notion de désir. Aujourd'hui, globalement, en Europe, on ne meurt pas de faim, on dort sous un toit, on a accès à l'éducation, à la santé, même s'il y a évidemment beaucoup trop de sans-abri, que la pauvreté subsiste, etc. Mais globalement, les gens travaillent, se nourrissent, sont habillés, ont accès aux soins et aux loisirs. Bon. Et on peut même dire qu'à l'échelle de l'histoire du monde, nous vivons aujourd'hui, nous Européens, dans des sociétés qui sont plus prospères que jamais dans l'histoire. Tellement prospères que désormais, eh bien, l'élévation du niveau de vie, elle n'est plus utilisée finalement pour satisfaire nos besoins, mais surtout nos désirs. Des désirs qu'il faut donc sans cesse renouveler pour alimenter l'économie, puisque c'est la satisfaction de nos désirs qui permet de produire toujours plus et donc qui profite à l'économie. Et c'est là où le rôle de la publicité, dont vous allez parler, le rôle de la publicité intervient puisqu'elle contribue à fabriquer du désir finalement. Et donc,
on vit dans une société où tout doit être satisfait tout de suite parce que nous sommes stimulés par cette publicité en permanence. Et c'est comme ça que peu à peu, on est passé des besoins essentiels aux désirs utiles, puis des désirs utiles aux désirs superflus. Or, autant la planète peut répondre aux besoins de tous, du moins si on arrive à organiser un modèle qui le permet, autant elle ne peut pas satisfaire tous les désirs. Donc finalement, la finitude des ressources, le réchauffement climatique, la crise énergétique, la dégradation de la biodiversité, eh bien, elles nous renvoient ensemble au fait que nous ne pourrons plus satisfaire tous nos désirs comme avant. Et ça, c'est extrêmement difficile à accepter, parce qu'après tout, qui a envie de renoncer à ses désirs, qui a envie de renoncer à ses rêves, tels que, en tout cas, ils ont été fabriqués, pensés depuis des décennies. Et voilà pourquoi aussi, avec l'obstacle, la limite physique, pourquoi il est aussi important d'inscrire la transformation des entreprises dans un cadre plus global de transformation de nos sociétés, dans une vision finalement qui embarque l'ensemble des acteurs. Voilà pourquoi il est important que les entreprises participent à cette redéfinition de leur rôle, de leur modèle, parce qu'elles ne peuvent pas être seules, on ne peut pas faire reposer sur elles seules cette transformation. Et la bonne nouvelle, c'est que eh bien, c'est possible. Et c'est peut-être ça, finalement, aussi que je retiens du grand défi, de l'aventure du grand défi, parce que finalement, et surtout au regard des tensions dans le débat social aujourd'hui, finalement, le grand défi, c'est une façon d'amorcer cette transformation collective et de le faire de manière ascendante plutôt que descendante. Et il me semble que c'est une condition aujourd'hui sine qua non pour qu'on arrive à ce grand objectif de transformation de nos sociétés et de l'économie. Merci voilà, Virginie. Je vous propose d'applaudir ce voyage. Merci beaucoup Virginie. Merci mille fois. Jérôme Cohen, Valérie Brissac, auriez-vous la gentillesse de monter sur scène et l'un après l'autre, l'une après l'autre, de vouloir nous décrire un petit peu ces 100 propositions, comment on y est arrivé. C'est un grand défi pour les entreprises, pour notre planète. Virginie nous a fait une recontextualisation assez macro de la chose. Est-ce qu'on peut descendre dans l'entonnoir et puis profiter de la participation d'un des cofondateurs et de la directrice exécutive du Grand Défi pour nous conter un petit peu comment on est arrivé à ces 100 propositions. Et peut-être même à la fin, et je ne vous couperai pas, juste je vous ferai un petit signe si jamais ça déborde, mais vous avez l'habitude, savoir un petit peu si, en dehors des 2 propositions qu'on va travailler un peu plus spécifiquement, s'il y a des propositions, vous, qui vous ont un petit peu titillé. C'est à vous. Je vous laisse un micro pour 2. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour cette belle mise en avant du grand défi à l'occasion de cet événement. Donc, comme tu le disais, Raphaël, le grand défi, c'est un processus. C'est un processus qui s'est inscrit dans le temps et donc qui a permis d'aboutir à ces 100 propositions. Donc, comment on est arrivé ? Donc, déjà, il y avait cette idée de départ, donc lancée par Virginie et Jérôme, de faire comme la Convention citoyenne pour le climat, mais avec les entreprises, parce que donc la conviction, c'est que le gros du travail, c'est quand même les entreprises qui doivent le faire. Et une fois qu'on a dit ça, il faut concevoir toute une méthodologie pour aboutir à ces 100 propositions. Très concrètement, il y a un premier sujet qui est le sujet de la crédibilité, de la légitimité. Et pour être entendu, pour être crédible, il y a un certain nombre de jalons qui ont été mis en place pour pouvoir faire en sorte que ces 100 propositions soient reconnues comme vraiment solides. Donc il y a un premier élément qui est l'écosystème qu'on a constitué, puisqu'au départ on était une toute petite équipe, on représentait personne par rapport à la Convention citoyenne pour le climat qui, elle, était lancée par le gouvernement. Là on est vraiment dans une initiative citoyenne, certes lancée par 2 cofondateurs très engagés, très éclairés, et quand même une certaine réputation, mais on n'était pas tout à fait dans la même catégorie. Donc l'écosystème, c'est concrètement tous les partenaires qu'on est allés rencontrer un par un, comme l'ADEME, le WWF, mais aussi les associations d'étudiants, comme Pour un réveil écologique, des réseaux d'entreprises aussi qui sont venus créer cette espèce de constellation qui a donné de la force au grand défi initiative. Donc on était adoubés quelque part par tous ces acteurs qui œuvraient dans le même sens que nous. Il y a également des entreprises, puisque qui dit initiative citoyenne dit pas forcément de budget au départ. Donc on est allé voir des entreprises qu'il a fallu convaincre de nous donner de l'argent pour pouvoir lancer ce projet. Donc un écosystème. Ensuite, un processus. Donc il y a une première étape qui a été la consultation.
au-delà des acteurs qui ont concrètement travaillé au grand défi, on a ouvert, en fait, sur la forme d'un questionnaire à l'ensemble des acteurs économiques qui pouvaient s'exprimer eux-mêmes sur les conditions de l'accélération de la transition de l'économie. Et en fait, cette consultation, qui a recueilli plus de 65 000 contributions, nous a donné des premières billes, en fait, des premières briques d'idées, de freins et de choses qu'il fallait transformer. Donc on a vraiment ouvert en fait cette réflexion au-delà du grand défi. Ensuite, il y avait la constitution de ce parlement des entreprises, cet échantillon qui devait être, sinon totalement représentatif de l'économie française, mais au moins à l'image de la diversité des acteurs de l'économie. Donc pour ça, on a inventé une méthodologie de tirage au sort, comme ça avait été fait pour la Convention citoyenne, mais eux, ils étaient partis sur les pages blanches, je crois. Pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué. Donc on a travaillé sur les bases de l'INSEE et on a demandé à un prestataire en fait, de nous faire un échantillon qui soit à l'homothétie de la répartition actuelle de l'économie. On est arrivé à, donc je vous passe les étapes de on vous écrit, on vous relance, on vous convainc, on vous fait des réunions, etc. pour vous inciter à participer au grand défi. Et à la fin, donc, on arrive à une centaine d'entreprises, des moyennes, des petites, des grandes, de tout secteur d'activité, de toutes les régions. Il y en a pas mal dans la salle. Vous pouvez juste lever la main, les délégués, voilà, qui sont hyper motivés, qui viennent vraiment de partout. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel. Voilà, donc on a constitué cet échantillon et après, il a fallu organiser en fait le travail. Donc on est passé, c'est ça qui est vraiment que je trouve le plus intéressant, d'une démarche un peu intellectuelle où on a construit donc 6 sessions de 2 jours entre juin et décembre dans 6 lieux différents en France. Donc tous les délégués ont pris leurs valises et ont fait le tour de France. Donc il y avait à chaque fois un contenu, un programme avec des intervenants comme Alexandre, voilà, qui interviendra tout à l'heure. Donc des gens très pointus sur un certain nombre de sujets, le climat, la biodiversité, le rôle de l'entreprise par rapport à ces enjeux, et évidemment sur la partie intelligence collective. Donc ça, Jérôme, je pense que tu veux en dire un petit mot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est passé en fait de première session où on était un peu en formation, acculturation sur ces sujets, à un moment où les délégués se sont vraiment sentis responsabilisés par rapport à ces sujets. On les a fait travailler sur l'élaboration des propositions en groupe de travail. Et il y a eu un peu une différence entre avant l'été et après l'été où le groupe, on l'a vraiment senti très fortement. Nous, on a vraiment passé le bâton. Donc, on n'était plus que organisateur d'un processus et que les délégués ont pris cette responsabilité avec une forme de gravité aussi par rapport aux enjeux, en se disant, bah voilà, nous maintenant, il faut qu'on développe ces 100 propositions et que ce soit solide, sérieux. On a senti que vous aviez conscience de représenter les entreprises de France et que ça ne pouvait pas être fait à la légère. Voilà, donc il y a eu énormément de travail qui a été fait avec beaucoup de sérieux de la part des délégués jusqu'à la fin, avec beaucoup de visio. Au-delà de ces réunions de travail, on a eu beaucoup de choses en plus, beaucoup de réunions qui ont permis d'aboutir à ce résultat. Alors Jérôme, tu voulais dire un petit mot quand même si tu veux, Valérie, avec grande joie. Non, ce qui a été fondamental aussi dans ce process, c'est la dimension d'intelligence collective, qui finalement est partout depuis le début la constitution de l'écosystème, donc une intelligence collective écosystémique autour des entreprises, une démarche d'intelligence collective pour faire émerger ces propositions et qui était portée finalement cette démarche par des représentants d'entreprises extrêmement divers en termes de responsabilité, d'âge, de genre, de secteur d'activité, etc. Et il fallait faire émerger progressivement ces 100 propositions. Et ce qui me semble important, finalement, pour parler rapidement de ça, c'est que c'est une tentative de mettre de la démocratie dans l'économie, dans le monde économique, dans la sphère économique. Ce qui, finalement, pour beaucoup, est presque antinomique, quelque part. Or, je pense fondamentalement qu'il y aura la transition du monde économique, la transition des organisations et des entreprises, que si on arrive
à rendre cette entreprise, enfin ce modèle d'entreprise citoyen, voire politique. Politique, alors il y a une étude récente du MIT qui dit l'entreprise va devenir politique ou mourir. Je trouve ça intéressant. Après, il faut voir ce qu'on met derrière politique. En tout cas, une entreprise qui s'engage fortement dans la cité. Mais en tout cas, une entreprise citoyenne, et c'était fondamental que le grand défi soit à l'image, finalement, de ce monde économique tel qu'on veut le développer. Et c'est ce qui est apparu, c'est ce qui est aussi apparu dans les propositions. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que le grand défi est une expérience qui reflète ou qui illustre ou qui anticipe ce qui, à nos yeux, doit devenir l'entreprise de demain, c'est-à-dire une entreprise ouverte dans son écosystème, qui participe de la vie de son écosystème de façon territoriale ou plus globale, et qui, à l'intérieur même de l'entreprise, promeut les outils de la participation et de la collaboration. Voilà ce que je pouvais dire, mais je crois qu'il fallait qu'on parle aussi, me semble-t-il, de propositions qui nous auraient marqué. Alors je pose la question, Valérie, quelles propositions t'ont marqué? Alors c'est difficile, c'est déchirant parce qu'on en a fait 100. Et en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les 100 forment un système. C'est un système cohérent. Donc vous verrez, hein, elles sont sur le site du Grand Défi. Et en fait, elles traduisent ce qu'on peut appeler un chemin de transformation, donc comme si en fait, l'entreprise suivait une stratégie de la vision à progressivement, étape par étape, la transformation de son business model, des achats, la logistique, en passant par le transport, la distribution, les rémunérations, la gouvernance, etc. Donc pour moi, c'est impossible d'en choisir une. Et il y a aussi une deuxième dimension qui est fondamentale, c'est que ces 100 propositions, en fait, sont vraiment à 2 grandes dimensions. Il y a une famille qui concerne vraiment ce que l'entreprise peut faire à sa main, se transformer, elle, on va dire, toute seule, et une autre partie des propositions qui est importante et qui concerne l'environnement, le milieu de l'entreprise et notamment les aspects réglementaires. Et il y a beaucoup de propositions qui demandent finalement au pouvoir public de faire des changements. Alors parfois c'est des petits curseurs sur des lois qui existent déjà, puis parfois il y a des choses un peu plus engagées, plus audacieuses, parce que finalement notre conviction c'est que certes il faut que les entreprises bougent et que les dirigeants aient de la bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffira pas. Il faut qu'il y ait un mouvement des deux côtés et que le contexte social réglementaire soit aussi favorable aux entreprises qui font des efforts et qui se mettent aussi un peu, pas en danger, mais qui investissent sur cette transition. Et toi, Jérôme, alors ? Oui, merci Valérie. Tu sais, j'aime bien suivre les règles. Donc là, j'ai joué le jeu. Donc il y a trois. Si on devait en choisir 3, peu importe, mais il y en a 3 qui me semblent particulièrement intéressantes ou qui reflètent quelque part la diversité des propositions. La première, c'est celle concernant, c'est la numéro 1 d'ailleurs, je crois, la campagne nationale sur la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'elle illustre que finalement, c'est bien par l'action conjointe de l'État, des citoyens, des entreprises qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais elle parle aussi de la transition écologique actuelle qui, pendant des années, a été comme extrêmement centrée sur la question du dérèglement climatique. Or, on s'aperçoit aussi aujourd'hui que la question de la biodiversité est au moins aussi importante, que les deux sont totalement interreliés et qu'il faut travailler de concert, et tu nous diras la même chose, je suppose, Alexandre, sur les questions de climat et de biodiversité, et que ça passe aussi, bien sûr, par un apprentissage profond, mais par ce type de campagne qui viennent alerter, qui viennent faciliter la prise de conscience et après l'engagement. Donc première, je serais choisi celle-là. La deuxième, je prendrais celle sur la TVA, c'est-à-dire l'indexation des taux de TVA sur finalement la dimension vertueuse des produits ou des organisations. Elle est fondamentale parce qu'elle illustre quelque part la conciliation, le rapprochement entre la transition écologique et la transition sociale, la justice sociale. Et c'est aussi, si on arrive à accompagner cette justice sociale, qu'on arrivera à faire cette transition environnementale. Elle illustre aussi la difficulté de faire arriver ces propositions, parce que cette proposition sur la TVA nécessite qu'on change les lois au niveau européen. Donc certainement ce ne sera pas facile, mais c'est à cette condition que certaines lois, que certaines transitions en France pourront prendre naissance, émerger. Et puis enfin, j'en prendrai une troisième, parce que c'est une proposition que l'entreprise peut faire d'elle-même. Cette proposition, c'est de rendre obligatoire, donc là on sent qu'il y aura réglementation, mais peu importe, on pourrait dire inciter les entreprises
à former l'ensemble des membres de leur conseil d'administration aux questions écologiques, sociales, enfin à cette question de la transition. Et pour moi, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut entraîner tous les collaborateurs des entreprises, tous les décideurs. Et pour l'instant, sur ces questions-là, on est excessivement en retard. Ce n'est pas parce que maintenant il y a un vernis partagé qu'on connaît à peu près ce que ça veut dire, les 1,5 points de dérèglement climatique, enfin de réchauffement pour le cas. On sait que sur les oiseaux, les insectes, les vertébrés, ça ne se passe pas très bien. On connaît quelques chiffres un peu vagues. Non, ce n'est pas ça, se former à la question de transition écologique, c'est de comprendre les interrelations avec l'économie, c'est de comprendre l'urgence et pourquoi il y a urgence et qu'est-ce que cette transition écologique, climat et biodiversité nous dit de la société. Donc, et ça, c'est une proposition, certes, qu'on rendra obligatoire, cette formation, si on passe par la loi, la réglementation, mais qu'on peut mettre en place dès à présent dans son entreprise en disant « Tu veux être administrateur de mon entreprise, eh bien, tu vas faire une formation de 20 heures à l'IFA, sinon tu ne rentres pas. » C'est assez simple, en fait, à mettre en place. Et ça devrait être presque totalement naturel. Donc voilà les 3 propositions que moi j'aurais mises en avant. Il y en a évidemment plein d'autres. Je vous invite à aller sur le site pour toutes les regarder. Et ce qu'a très bien dit Valérie, c'est surtout elles font système et elles montrent l'ampleur de la transition qu'il faut faire et que c'est bien par un travail commun des entreprises, des salariés, des dirigeants, des territoires, des pouvoirs publics qu'on arrivera à faire quelque chose à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Voilà. Merci Valérie, merci Jérôme. On continue de descendre dans l'entonnoir. Et avec dans ce nouveau format des mardis de 4D, une nouvelle idée qu'on va expérimenter, qui est la revue de presse, pour essayer de contextualiser un petit peu les choses. Philippe Chiesser a la parole pour 5 minutes de contextualisation. Et après, on rentre dans les 2 propositions avec Valentine et Alice, que j'invite à se rapprocher de la... Merci Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, nouvelle idée, pas tant que ça, parce que dans les mardis de 4D que j'ai suivis il y a plus de 20 ans, on avait non seulement les débats, mais on avait les dossiers, donc dossiers et débats pour le développement durable. On avait cette fameuse revue de presse papier qui était présente dans un petit formulaire A4. Alors, on n'a pas imprimé ce soir, évidemment, tous les articles extrêmement nombreux que j'ai trouvés sur votre site du Grand Défi, également sur Internet. Il y a eu énormément de presse. Je pense qu'on dépasse la centaine d'articles. C'est absolument incroyable la couverture médiatique qui a eu lieu sur l'événement. On voit que les journalistes ont hésité. Ils n'ont pas su vraiment comment vous qualifier. Ils ont hésité. Est-ce que c'est une convention citoyenne des entreprises ? Est-ce que c'est un grand ramdam, un Raoult? Est-ce que finalement ça va modifier les politiques publiques? Est-ce que c'est juste des idées? Est-ce que ça peut être mis en place immédiatement? Est-ce que c'est pour demain? Donc ils avaient vraiment un problème, parce que c'est vrai qu'on a vécu depuis plus de 20 ans aussi, ou même depuis le début de 4D, énormément de processus de ce type-là qui ressemblent. Je pense au Grenelle de l'environnement, un petit peu. Je pense effectivement à la Convention citoyenne en tant que telle. Et le fait que, notamment, la Convention citoyenne n'ait pas été, suivie d'énormément d'effets, a rendu effectivement la couleur et le ton un petit peu compliqué pour votre initiative. Mais en tout cas, elle a été énormément suivie. Alors, je sais que le temps presse, et donc vous verrez, je pense, le lien que je suis en train de regarder sur le site de 4D prochainement. Simplement, sur les 2 piliers qu'on va voir ce soir, il y a un vrai sujet de méthode. Moi, qui m'a marqué, c'est que les idées sont extraordinaires, mais évidemment, c'est toujours pareil, ça dépend d'ailleurs du pays dans lequel on est. Dieu ou le diable est dans les détails. Et donc, moi, c'est ce que j'ai vu dans mon métier, notamment sur l'affichage environnemental et l'éco-score, dont on parlera la fois prochaine. Et j'étais étonnamment surpris. Je pense que vendredi matin, il y avait à peu près un seul endroit en France où on était content du gouvernement, c'était au ministère de l'écologie, parce qu'on a eu la feuille de route des indicateurs pour la mode. Donc, vous parliez beaucoup d'éco-score. Là, effectivement, on a eu enfin les indicateurs sur lesquels le ministère veut nous faire travailler pendant les 2 mois qui viennent. Et on était assez surpris de voir que finalement, ça rejoint ce qu'a dit effectivement
la personne qui est intervenue, j'ai oublié le prénom, qui est intervenue juste au début, le côté systémique, c'est effectivement extrêmement important parce que si on ramène tout à l'unité, il n'y aura pas de transition. On va avoir tous des produits écolos qui seront plus chers et finalement, globalement, les désirs vont continuer à inonder non seulement nos cabas, mais aussi nos décharges. Donc sur le triple capital, il est même, moi j'ai découvert, il y a beaucoup de capital qu'on peut mesurer, capital naturel, social, humain, financier, manufacturier et immatériel. Et finalement, ce capital qui semble complètement poétique, ça représente 80% de la valeur boursière des entreprises. Donc c'est quand même extrêmement énorme et conséquent. Et on le sait, la finance, parfois c'est souvent 99% des flux et le matériel, c'est 1%. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de ne focaliser que sur le matériel. Il y a beaucoup de méthodes qui existent, je ne vais pas les citer toutes, il y en a effectivement 5. Il y a un très bon rapport, vous verrez le lien, qui a été fait par l'ORS sur la comptabilité intégrée. Donc c'est effectivement un sujet. Petit point d'actualité, c'est une revue de presse prospective, puisque demain, on aura la publication de la directive européenne sur les green claims. Donc les allégations environnementales, c'est demain. On en reparlera, je pense, le 20 juin. Ça va être extrêmement structurant pour le deuxième chapitre qui concerne évidemment la publicité, puisque qui dit allégation dit publicité. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'arguments environnementaux aujourd'hui ? Demain, on aura la réponse de la Commission européenne. Avec l'agroalimentaire, on s'est battu depuis plusieurs mois pour qu'il n'y ait pas un système unique, parce qu'on pense qu'un système unique ne permet pas d'avoir évidemment de meilleurs labels. Si je prends l'exemple de l'agroalimentaire, vous savez qu'il y a plusieurs systèmes bio et qu'on a aussi dans le côté nutritionnel énormément de systèmes qui arrivent, notamment sur les aliments ultra transformés. Donc on voit qu'un système unique, c'est compliqué de le définir. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel demain nous aurons des réponses, mais je vois que les 5 minutes sont déjà quasiment passées. Oui. Merci beaucoup, Merci Philippe. à tous. Tu passes à Alice. Alors Alice, ça. Merci beaucoup, Philippe, donc, pour ce nouveau format des revues de presse. Maintenant, j'accueille Alice et Valentine, qui sont toutes les deux des pros qui travaillent dans des grands groupes, Merck et Apicil, et qui sont là au titre de leur statut de délégué du grand défi des entreprises pour la planète. Elles ont bossé pendant plus de 6 mois dans ce cadre d'intelligence collective, et elles ont pour tâche plutôt sympathique de vous présenter les 2 propositions qui vont ensuite être challengées par Alexandre et Mathieu. Donc, le groupe des 4, là, vous êtes un peu l'étincelle qui vont ensuite nourrir les débats. Donc on continue cet entonnoir, on rentre dans la matière, et là on rentre vraiment dans ces 2 propositions, comptabilité triple capital et loi publicité environnement. C'est à vous. Alors moi, j'aimerais vous transporter juste le temps d'un court instant dans un futur imaginaire. Alors, imaginez-vous dans le métro parisien, jusque-là, c'est pas très exotique. Votre regard n'est pas happé par des publicités en tout genre. Vous avez simplement au mur quelques affiches d'événements culturels dans la capitale ou des œuvres d'art. Vous êtes pensif, vous prenez à penser à votre prochain voyage, qui sera a priori un tour d'Europe en train. Il y a encore quelques années, vous auriez plutôt songé à prendre l'avion pour aller aux Maldives pour vous dorer la pilule. Ce temps-là est révolu. Voilà que le métro arrive, vous grimpez dans le métro, direction la Comédie Française, puisque c'est devenu votre nouveau rendez-vous mensuel avec vos amis parisiens, aller voir une petite pièce de théâtre de Molière. Il y a encore quelques années, c'était plutôt aller au centre commercial pour lécher les vitrines, à la recherche du dernier gadget à la mode, ou encore pour acheter des vêtements dont on n'a pas forcément besoin. Vous êtes d'humeur joyeuse et vous vous prenez un petit peu à regarder en arrière et à vous dire « mais qu'est-ce qui a tant changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a insufflé ce grand changement ?» Vous cherchez, et puis là, vous avez le déclic. Ça vous revient. Mais oui, c'était en 2023. C'était avec l'instauration de cette fameuse loi. Comment elle s'appelait déjà? La loi publicité environnement, qui avait été imaginée par le Grand Défi. Alors là, on rembobine, retour en 2023. Vous vous demandez tous, mais de quoi est-ce qu'il peut s'agir? Quelle est cette fameuse proposition de loi que nous ont concoctée les délégués du Grand Défi?
Eh bien, c'est tout simple. L'idée, c'est donc de réglementer en fait, la publicité en fonction de l'impact environnemental des produits et des services. Donc, on l'a un petit peu évoqué juste avant, l'éco-score. Ça s'appuie exactement sur ce score environnemental des différents produits et services. Donc, l'idée, c'est d'avoir un score par produit qui, justement, reflète tout l'impact environnemental et aussi toutes les limites planétaires, en fait, sur ce produit. Et de la même façon que vous devez connaître la loi E20 qui réglemente en fait la promotion de l'alcool, du tabac, eh bien la loi publicité environnement, elle vient justement réglementer eh bien, les produits et services basés sur leur score environnemental. Et donc pour ça, les délégués du Grand Défi, ils ont pensé à 3 scénarios. Le premier, donc pour les produits qui ont un score environnemental très mauvais, donc peut-être typiquement l'aviation ou des produits basés sur les combustibles fossiles. Pour ces produits-là, la publicité est tout simplement interdite. Ensuite, pour les produits ayant un fort impact environnemental, eh bien, la publicité est strictement encadrée. Donc seuls certains contenus, certains canaux de communication, canaux de publicité sont autorisés. Et enfin, pour les derniers produits, ceux qui ont un impact environnemental modéré, on va dire, eh bien, pour cela, la publicité est autorisée, mais avec apposition d'une mention. Donc, admettons que vous soyez, par exemple, une industrie textile qui fait du Made in France, qui utilise des fibres recyclées. Eh bien, vous aurez le droit de communiquer sur vos beaux t-shirts, mais vous devrez rajouter une petite mention du type eh bien, avant d'acheter ce t-shirt, vérifie dans tes armoires. Donc, l'idée, voilà, c'est d'inciter à une consommation raisonnée, responsable. Donc vous l'aurez compris, la loi publicité environnement, avec cette loi-là, c'est fini justement la publicité à outrance qui promeut la surconsommation, qui aussi ne prend pas en compte la nocivité donc, des produits sur l'environnement. Et donc je vais juste finir en vous proposant de réfléchir à justement 2 questions qui seraient, eh bien, est-ce que vous aussi vous croyez dans le potentiel de cette proposition pour transformer vraiment notre société, pour créer de nouveaux imaginaires? Et si oui, comment est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment maximiser nos chances pour la voir se concrétiser? Merci. Super bel exercice, merci beaucoup. Bravo. Valentine, c'est à toi. C'est à moi. Pas facile de passer après, Alice. Moi, je vais être vachement plus terre à terre. Je vais parler de comptabilité triple capital. Alors, avant de parler de comptabilité triple capital et d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ça a vraiment un pouvoir qui peut être transformateur pour nous, je vais revenir en arrière et parler comptabilité tout court. Qu'est-ce que c'est la comptabilité et d'où ça vient? La comptabilité, et Alexandre me rattrapera après si je dis des bêtises, c'est en fait assez ancien. Ça remonte à même avant l'invention de l'écriture. Et ça permettait tout simplement de tracer les informations. C'est-à-dire que vous aviez tant de carottes, vous avez vendu tant de pommes de terre, vous devez tant d'argent à telle personne. C'était des données qui étaient à but purement informatif et qui permettaient de tracer ce que vous faisiez dans votre entreprise. Puis, les activités humaines se sont compliquées, les relations entre les entreprises, il y a eu la mondialisation. Et en fait, depuis très récemment, la comptabilité, elle prend de plus en plus de place. Elle a été harmonisée au niveau des différents pays. Et la comptabilité et les données de la comptabilité, elles viennent presque guider l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va avoir un pouvoir presque sur les choix qui ont été faits sur l'entreprise. Par exemple, et c'est l'exemple que nous donnait Alexandre, si le salarié, c'est un coût, le salarié, c'est un coût. Et ce coût, c'est bête, vous devez le réduire. Et donc, vous devez vous débarrasser des employés. Tout le monde voit bien dans la salle qu'il y a un problème. Sans entreprise, sans salarié, il n'y a pas d'entreprise. Et ce n'est pas un coût, c'est un capital. C'est quelque chose qui va être intérêt, qui a de l'intérêt pour l'entreprise, tout comme l'environnement de l'entreprise lui apporte, tout comme où est-ce qu'elle est dans son territoire. C'était un peu le capital immatériel dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas qu'un petit bout financier qui est dans un fichier Excel et qu'on regarde à la fin de l'année. L'entreprise, c'est bien plus que ça. Et c'est là où c'est l'intérêt de la comptabilité triple capital. Et la comptabilité triple capital, c'est pas juste regarder ce financier-là, mais c'est ouvrir les œillères, ouvrir tout ce que c'est qu'une entreprise, ouvrir ce que c'est la véritable vision d'une entreprise et son but en tant qu'entreprise, c'est-à-dire être dans un environnement économique, certes, mais aussi environnemental et aussi social, ses impacts positifs, ses impacts négatifs. Et le but, c'est d'intégrer tout ça dans la comptabilité. Donc concrètement, comment est-ce que ça peut se définir ? Vous avez une nouvelle usine, vous allez artificialiser 10 hectares de sol pour créer votre usine.
vous allez devoir équilibrer votre bilan comptable, par exemple en protégeant 10 hectares ou en désartificialisant 10 hectares à côté. Et vous voyez bien que là, la vision, elle change, d'arrêter d'avoir tout ce point économique, mais d'avoir la vision complète de l'entreprise et où est-ce qu'elle est. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et que ça a vraiment un pouvoir transformateur d'aller au-delà de ce pur économique qui nous bloque, en fait, et où on n'arrive pas à avoir autour. Dans les propositions du grand défi, le but, c'est quoi? D'abord, c'est de faire ce standard de comptabilité triple capital d'ici 2025. Il y a plein de choses qui existent, Alexandre pourra vous en parler. Il y a des référentiels qui sont en cours, etc., qui ne sont pas encore éprouvés. Donc nous, on veut faire ça au niveau européen et avoir d'ici 2025 ce standard comptable qui existe. Et une fois que ce standard il a été mis en place, c'est de le mettre en place dans toutes les entreprises d'ici 2030. Alors vous allez me dire, c'est dans très bientôt, c'est très ambitieux, mais avec le grand défi, on est très ambitieux et on pense vraiment que cette proposition-là, elle peut réussir à transformer comment fonctionne et comment on voit les entreprises dans le monde d'aujourd'hui. Merci. Bravo. Merci Valentine, merci Alice. C'était magnifique de parler de manière onirique sur des propositions qui, au premier abord, peuvent paraître peut-être un peu dures. Mathieu, Alexandre, auriez-vous la gentillesse de monter sur scène? Mathieu, peut-être en prenant la parole en premier, Alexandre dans un second temps. Vous êtes nos deux grands témoins. Mathieu est conseiller et chercheur en communication responsable. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux en termes de réaction à la proposition. Alexandre, si tu veux monter sur scène, ce serait parfait. Alexandre est co-directeur de la chaire comptabilité environnement. Il est lui-même chercheur. Il suffit de voir sa signature mail pour comprendre toutes ses implications autour de ce sujet. Ça ne rentrera pas dans le bandeau synthétique de la visioconférence. Mais en tout cas, on est ravis de vous recevoir là pour vous laisser réagir sur ces deux étincelles que vous nous avez proposées, chère Valentine et chère Alice. Merci, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vraiment merci, mesdames et messieurs, de faire ces propositions-là, qu'on ait des propositions de régulation de la publicité en provenance des acteurs économiques. C'est super important, parce que quand on travaille dans le secteur, on a ce discours-là de la part d'ONG, de la part de citoyens, et notamment la Convention citoyenne depuis plusieurs années. Mais c'est important que ce message-là il vienne aussi des entreprises, parce que voilà, quand on a pris conscience des enjeux, de l'aspect systémique, comme le disait Virginie au départ, on ne peut pas se passer d'une réduction des flux de matière et d'énergie. Et donc, à un moment donné, on a besoin de décroître certaines activités. Je suis persuadé que d'autres vont pouvoir prospérer aussi. Et cette réduction, elle ne peut pas se faire avec un niveau publicitaire qui reste au même niveau, en étant toujours bombardé d'autant de messages quand on est chez soi, devant les médias, quand on se promène, quand on est en déplacement. Voilà, on est quand même exposé à des centaines, voire des milliers de messages publicitaires qui, en gros, nous donnent envie d'acheter des produits, des services dont on n'a pas fondamentalement besoin. Il faut donc réduire cette exposition-là. Et là, donc, je vais essayer, partant de cette étincelle-là, de vous proposer d'autres pistes de réflexion sur les enjeux en fait, associés à la transformation du secteur publicitaire. Il y a effectivement, pour moi, il y a un rôle positif en fait, que pourrait avoir le secteur publicitaire pour justement nous donner envie d'adopter des modes de vie, des modes de consommation qui sont plus compatibles avec les enjeux écologiques. Mais c'est vrai que le premier volet, c'est d'abord réduire cette exposition-là et ensuite nous proposer des publicités pour des produits, des services qui sont moins impactants. Donc ça veut bien dire effectivement d'interdire les publicités pour les produits qui sont climaticides ou qui atteintent à la biodiversité. Ça peut être aussi effectivement valoriser, rendre plus facile les publicités pour des produits qui sont moins impactants. Et ça doit s'accompagner aussi d'une réflexion sur quels sont les modes de vie que l'on promeut à travers ces publicités-là.
Et donc, c'est vraiment accompagner un changement de société. Si ces sujets-là sont si difficiles aujourd'hui pour la filière, c'est parce qu'en fait, on a plusieurs freins. C'est déjà la croissance économique des entreprises repose quasi intégralement sur ces actions publicitaires et ces actions commerciales. Donc, si on cherche à toucher à la publicité, on met en péril le bon développement des entreprises et donc potentiellement, on peut supprimer des emplois. Donc, comment on fait cette bascule-là? Comment est-ce qu'on accompagne la bascule du modèle économique des entreprises et à travers cette bascule du modèle publicitaire? Un deuxième élément à prendre en compte, c'est le financement des médias. Aujourd'hui, les médias dépendent en grande partie de la publicité. Vous baissez la publicité, vous licenciez des journalistes et donc vous mettez en péril l'information du plus grand nombre et vous donnez la place aux fake news. Donc il y a un enjeu aussi de penser le financement de l'information via d'autres moyens que la publicité. Et puis un troisième point à avoir en tête, c'est qu'il ne suffit pas, à mon sens, de réduire la publicité pour les produits les plus néfastes, c'est aussi de donner plus de place aux messages positifs, aux campagnes d'intérêt général. Et vous aviez cette proposition d'une grande campagne sur la biodiversité. Mais aujourd'hui, sur 1000 messages dans la journée, vous avez peut-être un ou deux qui vous parle d'intérêt général, qui vous donne envie de prendre les transports en commun, qui valorise quand vous faites un geste positif. Donc c'est comment aussi est-ce qu'on favorise la multiplication de ces messages-là. Donc voilà un petit peu 3 sujets à intégrer à vos réflexions dans cette mise en œuvre d'une future loi. Et je pense effectivement qu'on ne pourra pas se passer d'une régulation stricte de la publicité, parce que d'eux-mêmes, les acteurs sont réticents. Et le fait qu'on ait en tout cas un certain nombre d'entreprises représentatives de l'ensemble des entreprises françaises qui prennent cette position-là, je trouve que c'est très encourageant pour l'avenir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment incroyables. On est minutés à la seconde près, tous et toutes. Alexandre, est-ce que tu aurais la gentillesse de rebondir, d'enrichir, de créer aussi à ta manière l'étincelle autour de la proposition concernant la comptabilité triple capitale? Alors, merci. Rebondir, oui. Après, l'étincelle, je ne sais pas, on va voir. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci pour cette invitation et surtout un grand merci pour le grand défi de m'avoir accueilli et de m'avoir permis d'accompagner un peu aussi ces réflexions passionnantes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Mathieu vient de dire, c'est que c'est assez fabuleux à l'heure actuelle que voilà, on ait des entreprises qui se réunissent, soit s'engagent comme ça, parce que ça a été rappelé, c'était un processus qui a été dense et donc avec un vrai engagement derrière. Donc c'est vraiment à souligner. Et du coup, voilà, ça donne un certain optimisme pour la suite. Et les 100 propositions sont effectivement assez remarquables. Alors, donc à l'intérieur de celle-ci, bon, il y a une introduction là très bonne introduction d'ailleurs, merci, qui a été faite sur la comptabilité triple capitale. Je dirais les comptabilités triple capitale. Alors, justement, tout l'enjeu, ça l'a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est que la question de la comptabilité qui peut paraître un peu ardue, comme ça, un peu sèche, en fait, ça parcourt toutes les civilisations humaines. C'est-à-dire, il n'y a aucune civilisation qui n'a pas de système comptable, tout simplement parce que la comptabilité, c'est ce qui structure les activités humaines. Derrière la comptabilité, il n'y a pas en fait simplement compter. La comptabilité, c'est pas poser des chiffres bêtes et méchants sur des choses. En fait, la première chose que la comptabilité fait, c'est représenter des choses. C'est qu'est-ce qu'on prend en compte. En fait, sur quoi doit se poser notre regard quand on organise quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on prend en compte, littéralement? D'ailleurs, c'était un grand historien de la pensée économique, Dérouvert, qui disait la comptabilité, finalement, historiquement, c'est mettre des choses dans des cases. Le problème, c'est quelle chose dans quelle case. Et c'est vraiment là un énorme problème. C'est qu'à l'heure actuelle, par exemple, pour la nature, les êtres humains, il n'y a pas vraiment de cases adéquates. Et est-ce que, justement, si on les prend en compte, comment on les prend en compte? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'on va prendre en compte uniquement la productivité, les bénéfices que nous apporte la nature, ou est-ce qu'on prend en compte le fait de préserver des écosystèmes? C'est pas la même chose. Ça, c'est une question comptable. C'est-à-dire que, premièrement, il y a la question de... On ne prend pas déjà en compte la nature à l'heure actuelle, donc il n'y a même pas de case, véritablement. Mais il y a une question qui vient après, c'est OK,
Admettons, on crée une case nature, mais comment on la représente? Est-ce que, encore une fois, on la représente uniquement par le biais des services qu'elle produit, de la productivité, ce qu'elle peut apporter en termes de valeur actionnariale, en termes de valeur sur les marchés, ou est-ce qu'on prend en compte le fait qu'elle est en train de se dégrader et que véritablement il faut la préserver? Bon, ça, ce sont des questions comptables. Et il y a plusieurs façons d'appréhender ça. Et derrière, ça engendre aussi des questions de responsabilité. Derrière la notion de comptabilité, il y a être comptable de ses actes. En fait, dans les études linguistiques, on montre que le mot comptabilité est systématiquement associé au mot responsabilité dans toutes les langues. Donc, ce n'est pas un hasard. Et donc, la question, c'est on est comptable de quoi? On est comptable de nos actions envers qui, envers quoi? Est-on comptable envers la nature? Est-on comptable envers tous les êtres humains qui sont en lien, d'une façon ou d'une autre, en interaction avec les entreprises? Donc là encore, comment on structure ces responsabilités? Donc tout ça, en fait, ce sont des questions qui sont derrière la comptabilité, les comptabilités écologiques. Et pour chaque type de réponse, vous allez avoir des modèles différents. Alors à l'heure actuelle, c'est un enjeu qui devient de plus en plus stratégique au niveau international, tellement stratégique que vous avez l'Union européenne qui a des propositions qui vont donner lieu à des réglementations dès l'année prochaine pour les premières entreprises, ce qu'on appelle le Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la directive de reporting sur la durabilité des entreprises. Au niveau international, il y a un organisme qui s'appelle l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board, donc le conseil de standardisation, de normalisation de la soutenabilité au niveau international. Et ces deux instances qui sont en fait parties sur deux visions totalement opposées, avec une vision européenne qui vraiment dit ce qu'on doit prendre en compte, c'est par exemple des objectifs en termes de neutralité carbone. C'est clairement dit comme ça, il y a des budgets carbone qu'il va falloir structurer. Tandis qu'au niveau international, au niveau de l'ISSB, l'idée c'est de dire la nature et les êtres humains ne doivent être pris en compte que parce qu'ils rapportent à l'actionnaire, littéralement. Alors il y a deux projets totalement différents. Et du coup la question c'est, ok, on met en place des comptabilités parce qu'on on voit qu'il y a une importance à créer ces cases, mais la question c'est comment on fait? Et tout le projet, justement, c'est de poser ces questions et de dire peut-être que ce serait bien, justement, d'aller vers l'idée de mieux préserver. Et donc, comment on fait pour mieux préserver? Comment on prend en compte les objectifs? Comment on prend en compte, après, des activités qui permettent d'atteindre ces objectifs? Alors, derrière ça, vous avez, on parlait de la chaire comptabilité écologique, et il y a d'autres projets qui sont associés, sur l'idée de développer des extensions de la comptabilité d'entreprise telle que pratiquée à l'heure actuelle, en disant maintenant, on va intégrer les êtres humains et la nature, mais sous l'angle de nouvelles formes de responsabilité, de nouveaux engagements à dire on doit préserver les êtres humains, leur niveau de décence, leur intégrité physique et psychique. On doit préserver les écosystèmes, et pas que le climat, justement, la biodiversité, les masses d'eau, le cycle de l'eau, etc. Et du coup, ça crée de nouveaux engagements, et ça crée aussi un nouveau regard sur le modèle d'affaires des entreprises, puisque la comptabilité permet de structurer toute l'architecture des activités organisées. Donc c'est ça qui est derrière la réflexion sur la comptabilité triple capital, qui commence vraiment à s'engager pleinement. Et le but, c'est d'aller encore plus loin et d'y aller sur une voie qui permette justement de poser de nouveaux modèles d'affaires totalement structurés, totalement organisés pour avoir de nouvelles représentations, de nouveaux engagements et une autre conception de la création de valeur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, nos chers grands témoins. Alors, en fait, là, on termine une phase. On termine une phase d'inspiration qui va se poursuivre par une phase d'échange. Dans ce nouveau format des mardis de 4D, on s'est peut-être inspiré un petit peu des méthodes d'intelligence collective dont nous a parlé tout à l'heure Jérôme. On s'est peut-être inspiré de ce que moi j'ai pu vivre dans le cadre du Grand Défi. En tout cas, on voulait absolument qu'il n'y ait pas à la fin, dans la session, vous savez, du petit quart d'heure à la fin de questions-débats, qu'il y ait 3 personnes qui accaparent le mouvement et puis finalement qu'il n'y ait aucun débat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, les intervenants, vous l'aurez remarqué au fur et à mesure du processus, rejoignent la salle.
En plus des intervenants, on a proposé à quelques personnes qu'on a appelées leaders d'opinion. J'ai vu qu'il y avait Fabrice Bonifay qui était arrivé du C3D. J'ai vu aussi qu'il y avait Patricia Prioriou, cofondatrice de l'association Finance Durable. J'ai vu qu'il y avait 2 professionnels de la communication de chez Convergence qui étaient là. Et en fait, elles sont disséminées avec vous, avec tous les autres speakers. Et en fait, on va vous inviter à faire des groupes de 6 personnes autour de ces leaders d'opinion, de ces speakers. Et une voix off, une fois qu'on va être installé, va venir un petit peu animer ces débats. En tout cas, là, tout le monde va débattre. Et c'est donc pour ça qu'on a appelé cette séquence « Tout le monde débat ». Donc, merci pour cette session d'inspiration qui nous a outillés, juste dingue, qui probablement aura déclenché cette étincelle qui va favoriser ces échanges. Et donc, dans je sais pas, l'ordre le plus calme possible, si on pouvait arriver à se faire des groupes de 6, peut-être en prenant chaque ligne. Et puis après, on va lancer une voix off pour favoriser ces échanges. Et à la fin de ces échanges, on vous proposera une restitution. Et après cette restitution, on vous proposera de faire une grande photo de groupe tous ensemble pour garder un souvenir de cette soirée exceptionnelle qu'on vit ensemble. Et après, des moments informels qu'on pourra partager au bar. Voilà. Merci encore à toi, Alexandre, et à toi, Mathieu. Et on poursuit ça tous ensemble. D'autres personnes arrivent en cours de soirée, c'est génial. Vous avez réussi à faire à peu près tous vos petits groupes ? Donc, au cours de cette séquence, je vais faire la voix off. Mais c'est vraiment dans l'idée de faire circuler la parole. Dans le cadre du grand défi, on disait, dans ces moments-là, il est important de dire l'important. Si on veut que l'événement soit pleinement participatif, il faut être capable de choisir son information et d'écouter pleinement l'autre, en fait. Et que l'autre soit capable de s'écouter. Donc, on ne se coupe pas la parole, on est en pleine bienveillance avec l'autre. On écoute pour apprendre. Et puis, on dit aussi toujours chercher les bonnes raisons. Si dans nos petits groupes de parole, là, quelqu'un a une idée à transmettre, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi cette idée a été transmise. Et quand on répond, en général, on ne répond pas oui, mais plutôt oui et. C'est pas du tout le même délire, en fait, dans la manière d'échanger. Il y a un petit timing à respecter. Et puis, il ne faut pas perdre de vue aussi que 2 groupes vont être tirés au sort par la main invisible du marché pour venir restituer. Donc voilà, ne pas perdre de vue ce moment-là aussi. Donc c'est bien, j'ai vu que vous aviez tous des papiers, des crayons. C'est chouette que ça se passe comme ça. La création des groupes est mise en place. Nous allons donc commencer les questions. Moi, je vais vraiment me mettre en voix off. Et maintenant, c'est et tous les speakers. Alors, dans un premier temps, on a 3 minutes au total pour faire connaissance. Alors, pas la peine d'épiloguer, hein, c'est nom, prénom, qu'est-ce que je fais là? Et on fait un petit tour de table. Vous avez 3 minutes, c'est parti. Vous faites connaissance avec votre groupe. Actuellement, je suis en pause professionnelle, en formation à la durabilité. Et je souhaiterais intégrer une entreprise côté finance, mais qui s'engage dans la durabilité, dans la transformation de son modèle. Je suis Patricia Prioriou, j'ai travaillé très longtemps dans le secteur de la banque et j'ai été engagée pendant plus de 20 ans dans le domaine de la finance durable. J'ai notamment fondé l'entité de la banque de France en France qui a duré 7-8 ans en France.
Moi, du coup, c'est Nora et je suis aussi au Réseau MAP. Et du coup, maintenant, on va bien introduit pourquoi nous sommes là ce soir. Philippe Jacquet, je suis consultant indépendant en mobilité, en intelligence et en design. Au moins un développement souvent avec Engage et avec le Grand Défi. J'ai participé aux sessions d'animation et d'intelligence collective sur les campagnes. Moi, je m'appelle Maïlan, je suis facilitatrice graphique indépendante. Je travaille sur les sujets de transition écologique en général et de biodiversité. En fait, j'avais croisé Raphaël Schubert il y a quelques années, et là, en voyant le thème comptabilité, j'avais envie de faire ça. Alors pour les internautes, la reconnaissance sexuelle, je ne sais pas. Je pense qu'il va indiquer. Ah oui, on se laisse faire. Il y en a un qui vous inspirait plus que l'autre sur les deux thèmes Moi j'ai participé avec la vraie comptabilité. Il nous reste moins de 2 minutes pour faire le tour de table. Une minute pour terminer votre tour de table. Ça passe vite. C'est de faire venir au travers du Shift Project, le Shifter in Finance, petit à petit l'ensemble de ces connaissances-là pour mettre la finance au service du vivant. Voilà, et moi je m'appelle Anna, j'ai 27 ans et je suis venue ce soir grâce à IAT. Je commence à m'intéresser à ces questions-là, mais moi je travaille dans la publicité, donc je suis set designer, je construis les décors pour la pub. D'accord. Alors ce moment, vous l'aurez compris, c'est aussi faire connaissance avec d'autres personnes. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux, nous allons passer à 3 questions très rapides, mais vraiment des questions très rapides. C'est un tour de table à 3 secondes chacun. L'idée est de faire un tour de table sans justification. On ne se justifie pas, on attribue une note. D'abord, vous avez 1 minute pour faire ce tour de table, ça va très vite, hein. Donc c'est une note à donner chacun. Attribuez une note de 1 à 10 pour évaluer la faisabilité de la proposition sur laquelle vous travaillez actuellement. C'est un peu le processus qu'on nous a demandé de faire aussi dans le cadre du grand défi. C'est parti pour un tour de table, une note de 1 à 10 pour la proposition sur laquelle vous travaillez en termes de faisabilité. Et je travaille en finance durable à Apicil. Et n'oubliez pas de noter vos notes. Apicil, je travaille. Apicil. C'est pas facile. Hein. Il y a des choses déjà qui sont en place, il y a des référentiels, ils en parlaient un petit peu, il y a des référentiels. Je sais pas vraiment ce que je veux en fait. Moi je dirais 5. Qu'est-ce que vous avez noté? C'est quoi l'intéressant? Le statut avec le fait que ça va exister ou le fait que c'est plus ou moins facile à mettre en œuvre? Maintenant, vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez 1 minute pour attribuer une note de 1 à 10 pour évaluer la difficulté de mise en œuvre de cette proposition. On continue l'idée du tour de table, sans justification, de 1 à 10. Est-ce que vous pensez que cette proposition est difficile à mettre en œuvre? Pas de justification. 1 minute de tour de table.
Et pour en finir sur les notes, s'il vous plaît, vous avez 1 minute de tour de table pour attribuer une note de 1 à 10 et évaluer cette proposition sur son potentiel de transformation positive de notre modèle économique. Est-ce que cette proposition va contribuer à transformer notre civilisation? Une note de 1 à 10. Vous avez 1 minute. Est-ce que cette proposition a un potentiel de transformation de notre modèle économique? Une note de 1 à 10. On a eu la chance d'avoir des grands témoins et nos 2 étincelles, Alice et Valentine. Un groupe addition de ces notes. Alors voilà, il y a probablement une tendance qui est en train de se dessiner dans les groupes grâce à vos notes. Alors maintenant, vous avez 15 minutes pour échanger toutes et tous ensemble sur les notes que vous avez données. Chacun peut prendre la parole dans ce tour de table pour argumenter cette fois-ci vos évaluations. Là, on commence à rentrer dans le dur. Vous avez 15 minutes. 15 minutes pour échanger, argumenter et partager la parole quand même. J'espère que sur Internet, vous jouez le jeu aussi. Vous avez mis 7 et 7. C'est sur la faisabilité, surtout. Le premier, c'était quoi? La faisabilité, le deuxième, et du coup la difficulté. Sur la faisabilité, en fait, le truc qui nous soucie, c'est que dans notre modèle de comptabilité actuel, on valorise en fait sur la base d'un prix qui est un prix de marché, un prix existant. Là, il va falloir se poser la question de comment est-ce qu'on valorise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on chiffre finalement le capital humain, le capital environnemental, comment est-ce qu'on va lui attribuer une valeur. Je pense que là-dessus, ça va pas être simple, parce qu'il va y avoir est-ce que la comptabilité pareil, ça va obliger à prendre des normes. Oui, la question c'était ça. Peut-être j'aurais besoin d'une explication plus longue, vu le temps avec Alexandre. Mais voilà, en tout cas, il me semblait que c'était clair. Mais qu'est-ce qu'on prend en compte voilà, j'imagine que ces critères soient acceptés par tout le monde. En fait, il y a d'un côté, tu vas avoir des indicateurs de l'impact. Demain, tu vas donner une valeur.
voiture, c'était privilégier la marche à pied. C'est ça, c'est hyper stressant. Oui, c'est ça, pour les trajets. Et c'est pour un souvenir. Je repense à changer mental. Donner une idée de ça aussi. Au contraire, quand on se bat, Ça débat, c'est génial. Il vous reste 2 minutes pour terminer ce premier temps d'échange. Et après, on passe dans une phase de consolider la restitution. Sur la CSRD, en fait, la petite différence avec la notion comptable, c'est que dans la comptabilité, on est sur une valorisation chiffrée en unité monétaire. Dans l'extra-financier, on a souvent ça, il n'y a pas de leur poser eux-mêmes des chiffres, de prendre des décisions. Alors si on a le temps d'aller jusqu'au bout et de proposer des restitutions sur scène, s'il vous plaît. Maintenant, on vous laisse une dizaine de minutes pour la restitution. Préparez votre restitution pendant une dizaine de minutes et après 1, 2 ou 3 groupes volontaires viendront restituer, si ça vous convient. 10 minutes pour préparer la restitution orale de 3 minutes chacun sur scène. 10 minutes, top chrono. Là, il faut structurer vos échanges, pouvoir mettre en valeur les différentes tendances peut-être qu'il y a au sein de votre groupe. Ne cherchez pas forcément le consensus, mais au contraire à montrer les différentes tendances qu'il y a dans votre groupe. Aide à la restructuration. Si tu l'appliques direct, toutes les boîtes du CAC 40, c'est nécessaire. Tu vas mettre en lumière des activités. Et qu'est-ce que tu fais des
c'est une grosse ambiguïté, c'est que ouais, ça va faire que 500. Les investissements qui ont été faits dans les activités qui ont besoin de s'arrêter, notamment surtout les banques, la plupart des banques continuent d'investir dans le pétrole. Et donc, les activités Liban, on arrête de faire à la limite, tout le monde le faisait en même temps. Sauf qu'elle était limitée à certains J'imagine que vous savez déjà qui va restituer dans votre groupe.
contribue à sans Il vous reste 1 minute 50 pour terminer vos quelques phrases à restituer et à partager avec l'ensemble de l'auditoire. Allez, 1 minute pour condenser vos idées et on se prépare à la restitution avant la fameuse photo de groupe et le petit échange informel autour d'un verre. 50 secondes. « 20 secondes. Si tu as moins d'investisseurs, en fait, tu peux faire des augmentations de capital, donc ça baisse automatiquement un peu. Tu peux aussi traduire ce truc-là par une valorisation boursière. C'est la valeur de l'action. Et voilà, nous y sommes. Alors maintenant, on rentre dans la phase de restitution. Bravo à toutes et à tous. Vous pouvez tous vous applaudir parce que là, vous êtes tous speakers et speakers. Au hasard, 3 groupes identifiés. Le groupe de Vaya et Fabrice, je compte sur vous pour faire une petite restitution. Le groupe de Patricia, Philippe, Valentine, je vous prie de bien vouloir faire une petite restitution. Et le groupe de Ludo, Alice, une petite restitution aussi. Vous êtes d'accord pour monter sur scène et partager le fruit de vos échanges? Et après, on montera tous et toutes sur scène pour une grande photo de groupe souvenir. Ça peut être sympa. Et puis après, on boit un coup ensemble. On a la chance d'avoir la Bellevilloise qui normalement est fermée aujourd'hui, mais qui a accepté de nous ouvrir son bar. Merci à vous. Les 3 groupes, est-ce que vous pouvez monter sur scène, s'il vous plaît? Fabrice et Vaya, vous pouvez monter à 2 hein, si vous voulez. Hein. Patricia, tu peux te faire aussi accompagner de Philippe, par exemple. Hein. Alors, premier groupe avec Vaya, le hasard fait bien les choses, l'ancienne déléguée générale de 4D, et Fabrice Bonifay, qui est directeur du C3D, le collège des directeurs du développement durable, entre autres de ses fonctions. Merci pour 3 minutes de restitution. Un petit peu le micro bleu. La faisabilité, on était tous d'accord. Sur la partie, il y avait désirabilité aussi. Enfin, c'était
Difficulté. Alors, difficulté, tous d'accord aussi. Nous, on était sur la... Ça allait être très difficile. Par contre, on n'était pas trop d'accord sur la capacité de la compta triple capital à changer le monde. Il y en a qui pensaient que c'était le levier ultime, et puis d'autres, bah non, qu'il y avait d'autres leviers à activer. Donc voilà, on est aligné sur deux axes sur 3. Alors peut-être juste pour donner plus de détails sur là où on avait peut-être le plus de discussions, il y avait déjà l'urgence. Est-ce que finalement une triple comptabilité en 2025 qui finalement ne sera peut-être que véritablement opérationnelle en 2030-2035, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de véritablement infléchir. La deuxième chose, c'était que effectivement cette triple comptabilité, elle permettait peut-être de rendre plus transparent aujourd'hui les entrées-sorties, tout ce qui pouvait être flux, alors énergie, matière ou autre. Et on a eu une discussion sur à quel niveau elle pouvait s'appliquer, niveau plutôt territorial et mondial. Et on se rendait compte qu'au niveau territorial, et notamment pour tout ce qu'on va appeler économie circulaire et après régénératif, on a besoin effectivement de pouvoir sourcer et de pouvoir être très précis sur ces flux. Donc il y avait là plutôt un côté positif sur cette triple comptabilité. Et ensuite, on est quand même arrivé après de nouveau sur... je ne sais pas où était le lien là pour le coup, sur les ruptures et les accroissements des inégalités. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça finalement? Non, enfin, le problème, c'est le temps pour... C'est un bon outil, mais on se dit, par rapport au temps qu'il nous reste, le rapport du GIEC est sorti, enfin la synthèse du rapport est sortie hier, il reste extrêmement peu de temps, et quand bien même ce sera un outil magique, vu le nombre d'entreprises qui vont devoir l'appliquer et le temps qui nous reste, on se dit mais ça ne va pas le faire, quoi. Donc il faut qu'on avance sur ce sujet, mais on aura aussi besoin de régulation plus forte si on veut y arriver, parce qu'on manque de temps. Il aurait fallu qu'on commence ça il y a 50 ans en fait. C'est un peu comme la transition en général. Je termine juste un point. Je t'en prie. Et juste pour terminer, peut-être sur la dimension systémique, parce qu'effectivement, si on rentre par la triple comptabilité, on a parlé en fait de formation des managers, de formation des écoles. Alors, tu as parlé même de MBA à des échelles très, très intéressantes. On a effectivement avancé sur le fait que le modèle d'affaires actuel linéaire ne pouvait pas être durable. Donc, de toute façon, il fallait qu'on arrive à pouvoir identifier où il fallait changer de métier et que, de toute façon, en fait, cette triple comptabilité, elle allait aussi mettre en exergue les business non essentiels et donc que font les personnes qui aujourd'hui travaillent sur des business non essentiels et comment les accompagner. Merci Vaya, merci Fabrice. Pareil, on a la chance d'avoir un autre groupe qui restitue, Patricia, qui est cofondatrice des acteurs de la finance responsable, et Eric, voilà, je suis responsable gestion finance en entreprise et en formation à la durabilité en entreprise également. Eh bien, écoutez, je vous laisse restituer votre petit groupe et encouragez-les. Voilà. Bon, alors... Déjà, on est parti du... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. On est parti du constat que le bilan comptable détermine la manière dont on va diriger une entreprise. Donc, c'est vraiment très crucial, cette question de comptabilité. Que l'extra-financier avait déjà fait bouger les lignes, même si ce n'était pas parfait. Ça a changé la manière dont les entreprises présentaient leur activité et la pilotaient dans une certaine mesure. En termes de mise en place, bon, on ne part pas de rien. On constatait qu'il y a déjà un existant significatif, si on regarde tous les travaux de Kerr, mais pas seulement, la taxonomie, enfin déjà beaucoup de choses. En revanche, la standardisation, ce n'est pas forcément simple. Le sujet de temporalité non plus. Un grand besoin d'une volonté politique forte et d'une réglementation forte pour que ce soit mis en place. C'est vrai que on ne peut plus trop attendre, on aurait dû commencer plus tôt. Et là, il va falloir se mettre en format devoir sur table plutôt que devoir maison avec tout le week-end pour le faire. Ce ne sera pas forcément parfait directement, mais il faudra sortir quelque chose et que ce soit obligatoire pour les entreprises de prendre en compte tous ces sujets-là. Quand on regarde tous les débats, on a beaucoup parlé c'était pas moi, donc si la personne veut compléter, surtout n'hésitez pas, de ce qui s'est passé sur les crédits carbone, où ça n'a pas été si simple.
Il n'empêche qu'on touche à la valorisation des entreprises, hein, donc c'est vraiment critique et on pense que l'impact peut être fort, que ça peut vraiment être un levier, encore une fois, si la temporalité est appuyée par la volonté politique. Est-ce que j'ai oublié des choses? Tu as été très complète. Okay. Ludo, si tu veux, à la gentillesse de restituer ton groupe, et puis après on passera à la photo de groupe, et en plus on a la chance d'avoir les 2 fondateurs de la Bellevilloise avec nous pour cette photo de groupe. C'est le hasard qui fait bien les choses. C'est à vous. Alors, je suis venu avec Pascaline sur scène. On a eu la chance dans le groupe d'avoir des représentants du monde de l'audiovisuel, de la publicité. Du coup, ça a permis de confronter les différents avis. Pour commencer, comme vous, on a répondu aux questions sur la faisabilité. Alors, l'étendue était un peu large sur la faisabilité. C'était de moyens à compliqué à faire. La difficulté, par contre, c'était partagé, c'était élevé pour tout le monde. Et l'impact, c'était également partagé avec un impact fort pour tout le monde de cette mesure-là. Il y a un élément sur lequel on a pas mal interagi, qui fait écho au pitch qui a été fait en introduction de la soirée, c'est la loi E20. On a essayé de se remémorer, même si on n'a pas tous vécu au même âge le passage de cette loi, les effets que ça a eu. Et on a tous eu, quel que soit notre âge, l'expérience de l'arrêt des restaurants ou des trains fumeurs. Et on imaginait tous, en tout cas dans le tour de table, difficilement envisageable qu'on revienne en arrière sur ces sujets. Et au final, c'est quand même des actions qui ont été menées sur des périodes relativement courtes, alors avec de la grogne à 2-3 endroits, chez les professionnels, chez les particuliers. Mais au final, on est tous dans un monde aujourd'hui un peu plus sain et moins pollué par ces sollicitations pour l'alcool et pour le tabac. Et on peut se dire que, vu les nuisances que provoquent aujourd'hui sur l'environnement, sur la biodiversité, certains produits, ça paraît tout à fait acceptable de rentrer aussi dans ce mode-là aujourd'hui. Après, il y a quelques freins, et je passe la parole à Pascaline sur ces sujets. Donc oui, sur les freins, on en a identifié plusieurs. Le premier étant la publicité arrive aussi en bout de chaîne, donc c'est le reflet aussi d'un mode de production et d'un mode productiviste. Donc pour aussi réduire la publicité, c'est que les annonceurs et les grands groupes acceptent aussi de potentiellement se priver d'une partie de leurs revenus qui est soutenue par la publicité et qui n'est alimentée que par la publicité. Donc c'est aussi intercorrélé d'avoir un engagement des entreprises sur à quoi je suis prêt à renoncer. Le deuxième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça finance aussi les médias et donc la pluralité d'opinion qui est nécessaire au débat public. Et dans des écosystèmes, sur certains médias qui sont assez fragiles et qui sont assez dépendants du financement de la publicité. Donc par quoi quel est le palliatif en fait pour aussi assurer que cette pluralité perdure. Et le dernier point, enfin qui n'était pas un frein, qui était l'acceptabilité en quelque sorte de l'ensemble de ces acteurs économiques dans la chaîne, avec potentiellement une gradation de l'application de ces mesures pour entraîner l'ensemble du système. C'est bluffant, merci. Merci. Alors parce qu'on a vécu un moment quand même assez spécial, assez extraordinaire autour d'un objet potentiellement transformateur, on aimerait bien faire une photo de groupe avec vous toutes et tous. Et la lumière, elle se trouve sur scène, donc on va tous monter soit devant de scène, soit sur scène, avec comme d'habitude les plus grands derrière. Et voilà. Donc faites-vous plaisir, montez sur scène. Alors un autre truc là, il y a la photo, genre ouais c'est sympa et tout, puis il y a la photo en jouet aussi, on peut en essayer plusieurs et on verra celle qui est sympa.